Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va démarrer un nouveau vlog lecture, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait. Je viens de commencer hier ou avant-hier le tome 3 de l'immeuble de la rue Cavendish. Donc là le tome 3 c'est Lucie se rebiffe. Donc c'est aux Escales de Caroline Kant. J'ai déjà lu le 1 et le 2 il y a quelques semaines ou quelques mois, ça va être en fin d'été. Et j'avais bien aimé, en fait, c'est l'histoire d'un immeuble qui est rue Cavendish à Paris. Et on suit les différents personnages au fur et à mesure de la saga. Donc le premier était tourné autour de Margot, qui était le premier tome. Margot emménageait dans cet immeuble suite à une rupture. Le deuxième tome était consacré à Charlotte, qui est une jeune femme qui changeait de travail, qui était mariée, qui avait 2 enfants, qui habite toujours dans l'immeuble. Et donc là, on suit Lucie, qui est une vieille dame de 74 ans, qui vient d'emménager dans cet immeuble, mais de manière, disons, pas super enjouée. Voilà, elle n'est pas du tout ravie de se retrouver dans cet immeuble-là. Elle quitte un immeuble parisien très grand et très chic pour se retrouver dans ce petit immeuble qu'elle trouve pas du tout de son standing. Et donc voilà, donc j'en suis au chapitre 11, j'ai bien avancé et j'aime beaucoup cette histoire. Je le préfère aux 2 premiers, mais vraiment de loin, surtout le deuxième qui était vraiment pas tip top. Celui-ci, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est une saga pour l'instant, je sais qu'il y en a au moins 5 tomes qui sont sortis, je crois. Je sais pas combien de tomes au total ça fera, mais j'espère qu'elle durera le plus longtemps possible parce que c'est vraiment chouette de suivre la vie des habitants comme ça de l'immeuble, et surtout que l'immeuble a lui-même une histoire. Enfin, en tout cas, on le voit vraiment dans le premier tome et le deuxième tome. Là, pour l'instant, ça se voit moins, mais c'est franchement très très sympa d'être dans la vie parisienne, dans la vie de tous les jours, voilà, le quotidien. Je trouve ça quand même très très sympa. Et ce matin, nous sommes allés à la médiathèque, et même si j'ai plein de livres à la maison, j'ai pas pu m'empêcher d'en prendre d'autres. Donc j'ai pris un Nicolas Beuglet, Le Cri, donc c'est un thriller. C'est sa première trilogie. J'ai lu déjà la deuxième trilogie, celle qui comprend Le Dernier Message, Le Passager et enfin L'Archipel des Oubliés. Je viens de le terminer. Et donc j'avais envie de relire quand même du Nicolas Beuglet pour voir si les thèmes qu'il aborde sont toujours aussi intéressants. Donc c'est pour ça que j'ai pris celui-ci qui s'appelle Le Cri. C'est un thriller également, et quand j'ai vu la couverture, je trouvais que c'était largement de saison avec cette neige et tout ça. Donc on verra bien, je sais pas, on nous parle d'hôpital psychiatrique à Oslo. Donc je me suis dit que ça peut être très très intéressant. À l'aube d'une nuit glaciale, le corps d'un patient est retrouvé étranglé dans sa cellule, la bouche ouverte dans un hurlement muet. Dépêchée sur place, la troublante inspectrice Sarah Geringen le sent aussitôt, cette affaire ne ressemble à aucune autre. Donc je sais, parce que l'enquêtrice Sarah, je viens de la rencontrer dans l'autre trilogie, donc je sais à peu près de ce qui s'est passé. Enfin, c'est pas que je sais ce qui s'est passé, mais je sais certaines choses qu'elle a vécues dans le passé. Donc peut-être déjà dans ce tome-là. Donc j'ai hâte de savoir ce qui se passe, ça m'intéresse. J'espère juste que ça va pas être comme celui que je viens de lire, un peu trop style cinéma, série et tout ça. Voilà, je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est une des choses qui m'a dérangée dans le dernier que j'ai lu. Ensuite, j'ai pris celui-ci, Le fabuleux destin d'une vache qui ne voulait pas finir en steak haché, de David Safier. Donc là, visiblement, l'héroïne et la narratrice a l'air d'être une vache qui s'appelle LOL. Donc on verra bien. J'ai trouvé ça très drôle. En tout cas, le titre. On nous dit derrière que c'est une fable irrésistible, que c'est léger, hilarant, reposant. Donc je me suis dit que pour couper entre 2 thrillers, ça peut être vraiment pas mal. Voilà, j'ai pris vraiment ça au hasard. On verra ce que ça donne. Je vous en reparlerai. Et enfin, j'ai pris le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates. J'ai trouvé le titre très sympa. Je crois en avoir entendu parler il n'y a pas très longtemps, mais je sais pas par qui et je me souviens pas de la chronique. Voilà, je sais pas si c'est un recueil de lettres ou pas. Je vois quelques lettres par-ci par-là en le feuilletant. Et on nous parle de Guernesey,
On nous parle de janvier 1946, donc je pense que ça doit être quelque chose d'historique, mais ça reste un roman. Donc voilà, c'est aux éditions Nil, que je ne connais pas du tout. Donc voilà, il fait quand même 400 pages, donc ça va pas m'aider à réduire ma palle. Mais je peux les garder pendant un mois, donc je suis pas obligée de les lire tout de suite non plus. Je peux les lire comme ça un de temps en temps. Et voilà pour aujourd'hui, et je reviendrai vous donner des nouvelles un peu plus tard. Je vous reprends dans ce vlog, parce que je voulais vous montrer les quelques achats que j'ai fait pour avoir des lectures de Noël, d'hiver, voilà. Donc j'ai fait quelques achats, enfin un achat sur Vinted, avec plusieurs livres dans le même colis. Alors, tout d'abord, je me suis pris un livre qui n'est pas pour Noël, mais de Liane Moriarty, 9 parfaits étrangers. Donc c'est sur moi un thriller domestique, encore comme elle fait si bien le faire. J'aime beaucoup cette autrice. Voilà, donc ça se passe dans une station thermale. 10 jours de cure pour tout changer. Je ne veux pas en savoir plus, j'adore être surprise. Et je sais qu'avec cette autrice, je vais me régaler. Ensuite, j'ai pris Qui meurt à Noël d'Angelina Delcroix. Franchement, cette autrice, j'en entends que du bien et surtout la couverture est vraiment, vraiment magnifique. Vraiment. Et c'est aux éditions Hugo Poche. Donc un petit poche pour Noël, ça peut être sympa. Moi, je suis pas très comédie romantique, pas très romance de Noël. J'aime les histoires qui se passent à Noël, mais pas forcément les romances. Enfin, en tout cas, j'ai pas envie de lire que ça. Donc là, un petit thriller qui se passe à Noël, j'ai envie de dire oui, oui, oui. Ensuite, j'ai pris Rendez-moi Noël de Juliette Bonté, je ne sais pas. Ça se passe en Écosse. Les fantômes ne sont pas les seuls à hanter les cœurs. Une histoire de Noël entre tradition et enquête, avec de la légèreté, beaucoup d'humour, la famille au cœur de l'histoire et une petite romance en bonus. Donc là, visiblement, il y a une romance, mais ce n'est pas que ça. Il y a aussi une enquête, une histoire de famille, donc franchement, ça peut être très sympa. Chez HarperCollins Poche. J'aime bien les HarperCollins, j'en ai eu quelques-uns cette année et j'ai beaucoup aimé cet univers. Ensuite, Passer Noël en Alaska, mode d'emploi. Donc là, c'est chez Charleston Poche de Debbie Macomber. Une tendre comédie romantique de Noël saupoudrée d'un soupçon de magie. Ça peut être très sympa aussi. Je ne lis pas les quatrièmes de couverture, je pense que vous le savez, parce que sinon j'ai l'impression déjà de tout connaître du livre. Et moi, j'aime être surprise, je n'aime pas savoir ce qui se passe en avance. Et en plus, là, comme ce sont des romans que je vais sûrement lire en décembre, donc j'aurai pas le temps d'oublier le résumé. Et enfin, Un hiver pour s'écrire d'Andrés Donate, excusez-moi pour l'accent, je ne parle pas espagnol, chez Calman Levy. Donc là, c'est un grand format. L'hiver arrive dans le petit village de Port-Venir et avec lui, une mauvaise nouvelle, le bureau de poste va fermer. Donc j'imagine que les habitants vont sûrement s'unir pour sauver leur bureau de poste, leur village et tout ça. Ça peut être vraiment une très très bonne histoire. Donc ça, j'ai hâte aussi de le lire. Et la personne m'a rajouté un livre en plus qui est Noël et préjugés. C'est écrit par plusieurs auteurs. Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Brio, Sophie Arionnet, Marianne Lévy, Marie Vareille. Et apparemment, il l'appelle la team Romcom. Je ne sais pas pourquoi. Je chercherai la prochaine fois. Voilà. Bon, apparemment, on a plusieurs personnages. On a Eva, Cassandra, Lisa, Vincent et Charlie. Ces 6 personnages ne se connaissent pas, mais sont liés à leur insu par le même roman. Une ancienne édition d'Orgueil et Préjugés à la couverture rouge qui passe de main en main et pourrait leur porter chance ou pas. Je vois pas du tout ce que ça peut être comme histoire, mais voilà, ça sera une surprise, mais ce sera pas un livre que j'irai en priorité. C'est pas un livre que j'avais choisi, donc ça sera plutôt cela. Et en plus de ces 4 là qui parlent de Noël, j'en ai 2 autres qui sont déjà dans la bibliothèque que j'avais acheté le mois dernier. Voilà, voilà. Et en plus, j'ai un petit peu craqué. J'ai acheté des livres qui n'étaient pas... que je repoussais. Ils étaient dans ma liste d'envie depuis un petit moment, mais je me disais non, faut pas que je les achète. Enfin, j'aimerais bien, mais ils sont trop chers. C'est les Mémoires dans la forêt. Il y en a 3 qui sont sortis actuellement. Donc j'ai acheté le 1 qui est Les souvenirs de Ferdinando. Donc ce sont des jeunesses à partir de 9 ans, mais qui conviennent très bien aux adultes aussi, par les messages qui sont véhiculés. De Michael Brun-Arnaud. Ils sont magnifiques et je les pensais pas aussi gros, hein. Il faut quand même 300 pages, donc c'est des beaux bébés, ils sont illustrés. Voilà, je vous montre un petit peu.
En tout cas, je m'attendais pas à des livres aussi gros et aussi beaux. Ils sont encore mieux qu'en vidéo et qu'en photo. Donc j'ai pris le 1 et le 2, les carnets de Cornelius Renard, qui est donc le premier, ça se passe, c'est plutôt printemps-été. Celui-ci se passe en automne, donc vraiment de saison. Et je sais qu'il en existe un troisième qui vient de sortir, qui se passe en hiver. Mais voilà, j'essaierai de l'acheter plus tard, on verra. Et je leur ai pris aussi pour mes enfants le dernier Mortel Adèle qui vient de sortir, Les Reliques du Chat-Lune. Donc je vais essayer ces trois-là de les garder jusqu'à Noël. Je vais leur offrir à Noël, mais je ne sais pas si je vais résister en fait. Je vais peut-être craquer et leur offrir avant, je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, ce sont des très très beaux livres qui sont magnifiques. Et donc voilà, je vous reprends plus tard quand j'aurai terminé un livre. Me voilà, je reviens vous parler de ma dernière lecture, L'immeuble de la rue Cavendish. Il s'agit du tome 3, Lucie se rebiffe, donc de Caroline Kant, aux éditions Les Escales. Donc pour vous remettre un petit peu dans l'histoire, dans cette série, on nous parle des habitants, des différents habitants de l'immeuble. Donc là, vous voyez que c'est Lucie, elle emménage dans un appartement au premier étage. Et donc elle a 74 ans, c'est une dame âgée, elle est veuve depuis peu. Et pour des soucis financiers, ses enfants l'ont obligée à vendre son appartement dans le 19e et de venir s'installer dans ce petit immeuble du 19e arrondissement de Paris, qui est justement situé rue Cavendish. Et donc elle n'est pas très contente au début de se retrouver ici, elle se trouve déclassée parce qu'elle est habituée à un grand appartement assez chic et tout ça. Et donc elle se retrouve dans ce petit appartement où même ses meubles ne logent pas tous, elle est obligée d'en laisser sur le palier. Et donc, au début, elle est vraiment pas contente, elle s'en prend un petit peu à tout le monde, même les déménageurs et tout ça. Donc, on se dit que ça va peut-être être une vieille acariâtre, mais en fait, pas du tout. Elle va s'adoucir au fur et à mesure. Il va lui arriver des choses pas toujours très sympas à Lucie, mais elle qui nous paraît très fragile au début, on va se rendre compte que finalement, c'est quand même une femme assez forte, qui est pleine de ressources. Elle qui voulait pas du tout se dire à ses meilleurs amis qu'elle habitait ici, finalement, elle va comprendre que les gens de cet immeuble ne lui veulent que du bien, que ce sont des gens bien. Elle va se lier d'amitié avec certains d'entre eux. Et c'est aussi une histoire d'amitié avec ses deux meilleurs amis, justement, qui ont aussi 74 ans. Elles se sont rencontrées 60 ans auparavant. Donc c'est une amitié qui dure. Et heureusement qu'elles ont cette amitié parce que ça va leur permettre de faire face à différents soucis qu'on peut avoir avec l'âge, que ce soit les pertes de mémoire, l'abus de confiance, parce qu'il y a des personnes malhonnêtes qui peuvent profiter des vieilles dames pour différentes raisons. Voilà, il y a plein de choses qui sont abordées dans ce livre et c'est quand même très 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 chouette. C'est très drôle parce que l'autrice a vraiment un humour vraiment très sympa. Qui se retrouve dans la bouche de Lucie parce que c'est raconté par Lucie dans ce tome-là. Et c'est franchement très très chouette. On en apprend aussi un petit peu plus sur la vie de l'immeuble. Pas beaucoup. J'ai l'impression même moins que dans le premier, mais ça avance petit à petit. Voilà. Donc là c'est le tome 3, je sais que j'ai le tome 4 dans ma palle. Je sais pas encore quand je le lirai. Et je sais que le tome 5 sort en janvier 2024. Donc je sais pas au total combien il y aura de tomes et j'espère que ça durera le plus longtemps possible parce que c'est vraiment une série très chouette et j'aimerais bien découvrir tous les habitants de l'immeuble, même s'il y en a qui emménagent, qui déménagent, donc ça change. Et un changement aussi qu'il y a eu dans ce tome-là, c'est que la gardienne change. Dans le tome 1 et le tome 2, c'était une vieille dame assez antipathique et là on se retrouve avec pas une jeune femme, mais une femme qui est un peu plus jeune, très souriante, très amicale et franchement ça change tout. C'est hyper agréable, voilà, d'avoir des nouveaux visages, que les gens s'entendent, donc c'est vraiment très chouette. Il fait à peu près 300 pages, mais franchement on le voit pas passer, il se lit tout seul. Voilà, c'est vraiment très très agréable. Donc je vous recommande ce roman, mais en commençant par le 1 bien sûr, qui s'appelle Les manigances de Margot. Et du coup, j'ai commencé hier soir dans la foulée celui-ci, Les enfants véritables de Thibaut Bérard. Je n'ai pas lu le résumé, donc je peux pas vous dire ce qui va se passer. C'est aux éditions J'ai lu. On nous dit que ce livre roule comme une vague d'amour. Donc, je pense que ça parle de la filiation, les enfants véritables. On suit l'histoire pour l'instant de Cléo. J'en suis qu'au 2e chapitre, donc je peux pas vous en dire beaucoup.
Dans le premier chapitre, Cléo est enfant, on nous parle de sa relation avec son papa. Et dans le chapitre 2, elle est adulte, elle est jeune adulte. Et donc je pense que le roman, je pense que va se dérouler entre le moment où elle est enfant puis adulte, je pense. Et dans le premier, justement, elle demande à son papa si elle est son enfant véritable. Donc je pense que tout va tourner autour de ça, autour de la filiation, de savoir quel amour on porte à ces enfants qui sont du même sang, hein, ou à des enfants qui sont adoptés, des enfants qui sont recueillis, des beaux enfants. Je pense que tout ça va faire partie de ce roman, mais je sais pas comment ça va être abordé. Donc j'ai hâte de lire. En plus, j'aime beaucoup cette couverture. Avec un arbre, ça me fait penser à un arbre généalogique en fait. J'aime beaucoup. C'est un joli jaune. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Je vous mets ça, mais je le lis pas. Je vous le mets vite fait. Voilà. Histoire de ne pas me spoiler parce que je déteste ça. Il m'est arrivé quelque chose de vraiment pas agréable avec le livre Comme toi de Lisa Jewell. J'en ai tellement entendu parler, il m'avait l'air tellement bien. Et en fait, quand je l'ai lu cet été, j'ai été hyper déçue parce que j'avais l'impression de connaître toute l'histoire. Il y avait rien de plus que ce qu'on avait dit. Et du coup, j'ai été déçue parce que le livre était bien, mais du coup, il n'y avait pas de surprise. Donc, je veux plus que ça se reproduise. Donc, je ne lis pas et j'essaie de pas en savoir trop sur les livres que je vais lire. Et donc, voilà. Donc, ça va être ma lecture de ce week-end parce que là, on est vendredi midi. Donc, j'aurai ce soir et le week-end pour le lire. Il fait à peu près 300 pages. Ouais, donc voilà. Donc je reviendrai vous en parler dans quelques jours quand je l'aurai terminé. Me revoilà. Donc nous avons fini le week-end. Nous sommes mardi. Donc ce week-end, j'ai bien lu Les Enfants Véritables de Thibaut Bérard. Alors c'est une histoire qui est pas simple à résumer. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture. Ce sera le plus simple, je pense. Chloé est une jeune femme solaire. Pourtant, tout n'est pas que lumière dans son monde. Entre les absences de sa mère, herbe folle, et les sacrifices de son père Chêne, elle a grandi au cœur d'une histoire familiale tourmentée, mais par-delà ses failles et ses blessures, elle avance. Lorsqu'elle croise le chemin de Théo, lui aussi accidenté de la vie, elle est bien décidée à lutter pour leur droit au bonheur. Je vous en dis pas plus parce que dans le résumé, ils en disent, enfin dans la quatrième couverture, ils en disent un petit peu trop, je trouve. Et étant donné qu'il n'y a déjà pas beaucoup de suspense dans le livre, si je vous révèle tout, c'est moins sympa. Donc, c'est une histoire de famille, tout simplement. On va suivre Cléo à différents moments de sa vie. C'est tout dans le désordre. On passe vraiment... on va dans le passé, on va à notre époque actuelle, puis on repasse dans le passé. C'est vraiment très décousu au niveau des dates, mais c'est pas du tout dérangeant dans l'histoire. Le roman est en 3 parties. La première partie est racontée par la mère de Cléo, d'un point de vue extérieur, c'est-à-dire qu'elle nous raconte les choses même si elle n'y assiste pas. La deuxième partie est racontée par le père, on va plutôt dire commentée parce qu'il n'est pas présent non plus. Et la dernière partie est racontée par Cléo. Alors, c'est une histoire où il ne se passe pas énormément de choses, donc on nous raconte l'enfance de Cléo, son entrée dans la vie adulte, et après en tant que femme et en tant que maman. Donc c'est très intéressant. Et comme je vous l'avais dit, en fait, ça parle bien des liens familiaux, des liens qu'on a entre les parents et les enfants, que ce soit des liens du sang ou non. Donc ça tourne vraiment autour de ça, les enfants véritables. Et il n'y a rien de spécial à dire. La plume est jolie, c'est presque poétique. Et finalement, c'est pas l'histoire en elle-même qui est si importante que ça, parce que, comme je vous disais, il se passe pas énormément de choses dans cette histoire. Mais c'est plutôt la manière dont on vit les choses. Cléo, elle a une petite sœur et un grand frère. Elle vit principalement avec son père quand elle est enfant. Sa mère est peu présente dans sa vie. Et du coup, ça va avoir des répercussions sur sa relation avec son père. Et comment vous expliquer ça? Dans cette histoire, voilà, tout tourne autour de Cléo, mais on va nous parler de tous les personnages. C'est-à-dire qu'on va nous parler de qui était son père, qui était sa mère, pourquoi ils étaient comme ça, son frère, pourquoi il est comme ça, sa petite sœur, pourquoi elle est comme ça. Et on va les voir évoluer tous
Voilà, il n'y a pas énormément de personnages, mais on va tous les voir évoluer. Et ça va nous expliquer des choses. Et en grandissant, on va se rendre compte que finalement, ceux qui ont pensé bien partir dans la vie, bah, c'est peut-être pas forcément ceux qui vont réussir après par la suite. Ceux qui étaient mal barrés, on va se rendre compte que finalement, bah, ils s'en tirent pas si mal que ça. Voilà, il y a quand même un changement au moment où Chloé passe à l'âge adulte, ou même un petit peu avant. Voilà, il se passe des choses qui font que la vie des personnages bascule un peu. Mais c'est plus que c'était inattendu, mais ce n'est pas dramatique. Et après, on la voit devenir adulte, et finalement, son passé d'enfant va conditionner sa manière d'agir avec les Théo qu'elle rencontre veuf. Et du coup, ça va déterminer la manière dont elle va se comporter avec les enfants de Théo. Donc, j'ai trouvé ça très touchant. Presque poétique, comme je disais. Donc, c'est une lecture très agréable. Voilà. Donc, je pense que je lirai les autres romans de l'auteur parce que ça m'a beaucoup plu. Il a écrit 2 autres romans. Il est juste que les forts soient frappés. Et le dernier s'appelle Le Grand Saut. Voilà. Autre chose, je me suis demandé si l'histoire avait quelque chose d'autobiographique. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il nous a donné tout son ressenti. Enfin, c'est vraiment tourné autour des émotions, des ressentis des différents personnages, plus qu'aux faits. Donc c'est vraiment très touchant. J'arrête pas de me répéter, mais c'est vraiment ça qui ressort. Et j'avais l'impression vraiment que c'était une histoire vraie. Mais je pense pas, je pense que c'est juste un roman. Mais ça donnait vraiment l'impression que c'était issu de sa propre histoire. Donc voilà pour ce roman. Et comme je l'ai fini dimanche matin, du coup j'ai eu le temps d'en commencer un autre. Et j'ai commencé Le Petit Café des Grands Romantiques. Alors je lis très très rarement de la romance. Mais comme je l'ai dit, j'ai beaucoup de livres dans ma palle. Donc il faut que je les lise. Parce que sinon ça me stresse en fait. Et j'avais besoin de quelque chose de léger. Voilà, j'ai très très mal aux dents depuis vendredi. Ça ne passe pas. Et donc j'avais vraiment besoin de quelque chose de léger, quelque chose qui me fasse sourire, quelque chose de drôle. Donc je suis partie là-dessus. Donc c'est Le Petit Café des Grands Romantiques aux éditions HarperCollins France de Poche, pardon, de Tash Skilton. Alors Tash Skilton, ce n'est pas une personne, c'est un pseudonyme. Ce sont 2 autrices dont l'une s'appelle Servenas Tash et l'autre s'appelle Sarah Skilton. Donc elles ont écrit ce roman à 4 mains et c'est vraiment très drôle. En fait on a 2 personnages principaux qui sont Miles et Zoé qui vivent tous les 2 à New York. Miles, ça fait très longtemps qu'il vit à New York. En revanche Zoé, elle vient d'emménager. Avant elle habitait à Los Angeles. Et elle n'est vraiment pas dans son élément à New York. C'est une vie qui la fait stresser, elle a peur rien que de sortir de son appartement. Donc ce sont 2 personnes très différentes, mais qui ont à peu près le même travail. Enfin, ils ont le même travail sans le savoir. Ils travaillent tous les 2 pour une agence de... Pas une agence de rencontres, mais en fait ils aident les personnes qui s'inscrivent sur les sites de rencontres en ligne. Et ils écrivent pour eux, ils écrivent à leur place pour avoir plus de chances de rencontrer des personnes. Donc ils font tous les 2 ça dans 2 entreprises concurrentes, sans le savoir, sans se connaître. Et ils vont partager le même café, en fait, ils vont s'installer tous les 2 dans le même café. Et c'est comme ça qu'ils vont se rencontrer. Et en fait, les personnes qu'ils aident... ce sont les personnes qui vont se rencontrer également. Donc c'est un petit peu bizarre. En fait, vous avez Jude et Brie qui sont censés se rencontrer. Ils parlent ensemble sur les réseaux sociaux, enfin sur les sites de chat pour faire des rencontres. Et en fait, derrière chacune des personnes, derrière Jude, c'est Miles qui écrit. Et derrière Brie, c'est Zoé qui écrit. Et donc... c'est très très drôle, je peux pas vous en dire plus après parce que bon, de toute façon c'est une romance, donc on sait très bien ce qui va arriver à la fin. Et d'ailleurs c'est pour ça en général que je lis pas de romance parce que on connaît déjà la fin, donc c'est beaucoup moins drôle je trouve. Mais en tout cas dans celui-ci ça me dérange pas du tout parce que c'est drôle, tout simplement. Voilà, c'est vraiment drôle. La seule chose qui me dérange dans ce roman pour l'instant,
c'est que dans les 100 premières pages, il y a eu quand même des grosses fautes. Pas des fautes de traduction, mais vraiment au niveau de l'écriture. Par exemple, à un moment, il manque une lettre dans un des prénoms. À un moment, au lieu d'écrire soit les, soit des, ils écrivent les deux. Donc D-L-E-S. Les autres, je me souviens plus, mais c'était dans le même style aussi. Donc c'est assez dérangeant quand même. Surtout pour une maison d'édition comme HarperCollins. Enfin, moi, je les connais que par les, par les dictionnaires. Moi, je connaissais pas, je savais pas qu'ils faisaient des romans, en fait, HarperCollins. Pour moi, HarperCollins, c'était le gros dictionnaire qu'on m'a demandé pour la classe prépa. Donc c'est une découverte. Mais du coup, en sachant que c'était la maison d'édition des dictionnaires, je m'attendais pas à retrouver des grosses fautes comme ça dans un roman. Donc ça m'a surpris. Mais en tout cas, pour l'instant, je m'amuse beaucoup. J'en suis à la page 257 sur 400. Voilà, donc c'est très agréable à lire. Ça se lit tout seul, donc c'est très très chouette. Et enfin, j'ai reçu hier notre roman de l'Avent de cette année. Donc on va lire Mission cadeau nulle, chez Ozu, toujours. Donc là, je l'ai acheté neuf cette fois. L'année dernière, on avait lu celui-ci, Le Reine Mystérieux, de chez Ozu. Et si, aussi, je l'avais acheté d'occasion. Et là, j'ai galéré à en trouver d'occasion, donc je suis repartie sur du neuf. Donc, dans ce roman, c'est une histoire qui est toute simple. En fait, c'est l'histoire de l'usinule. L'usinule, c'est une usine. Donc, je vais vous raconter. Tu as peut-être entendu parler de l'usinule, où on fabrique les jouets les plus pourris, les consoles qui plantent, les pulls moches qui grattent, les vélos qui déraillent. C'est ton pire cauchemar? L'usinule l'a fait, juste pour toi. Justement, Noël approche, et un enfant a commis la pire des bêtises. Cette fois-ci, les lutins d'élite ne sont vraiment pas contents. Les agents Guy et Ou ont 24 jours pour identifier le coupable, sauver Noël et lui préparer les plus nuls des cadeaux. Donc je pense que ça va être assez drôle à lire. Donc comme vous le savez, j'ai 5 enfants, le plus petit a 3 ans et le plus grand a 12 ans et demi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme l'année dernière, chaque jour on ouvrira un nouveau chapitre, vous voyez, ils sont scellés. Donc il faudra soit avec un cutter, soit une règle, il faudra découper sur le côté pour libérer les pages qui sont à l'intérieur. Et donc chaque jour, on lira un chapitre, le premier jour ce sera moi, le deuxième jour ce sera un des 3 grands, et ainsi de suite, on se relaiera. Comme ça, ce sera très chouette et tout le monde pourra participer. Et je pense que l'histoire doit être assez drôle et elle doit être compréhensible, je pense, par tout le monde. Je crois que c'est à partir de 9 ans normalement. Mais je connais mes enfants, normalement ça ne devrait pas poser de problème. Et s'il y a besoin de leur expliquer, eh bien ce sera avec plaisir aussi. Voilà, donc je vais terminer ce carnet, ce journal de lecture maintenant. Parce que je pense que ça va être assez long, finalement, avec le book haul de la semaine dernière. Et donc n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas de le faire. Mettez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et surtout ça aide la chaîne à grandir parce que on a bien besoin. Depuis un an, la chaîne n'a pas progressé. Alors c'est vrai que j'ai été absente pendant 6 mois. Ceci explique cela aussi. Mais donc voilà, donc j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi et je vous dis à très bientôt.